7h36 sur la première. Aura-t-on encore besoin d'un médecin quand un ordinateur peut poser un diagnostic? Avec le développement fulgurant des techniques d'analyse de l'ADN, la question se pose. L'intelligence artificielle existe déjà en médecine et l'Arc Lémanique cherche à devenir un cluster dans ce domaine, un cluster, autrement dit un pôle d'excellence. On reçoit ce matin l'un des acteurs de ce pôle d'excellence, c'est vous, Jurgi Camblon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes basque d'origine, fondateur et patron de Sophia Genetics, basé à Saint-Sulpice, à côté de Lausanne. Et vous avez annoncé avoir développé il y a quelques jours un système d'intelligence artificielle qui permet d'analyser et d'interpréter les données génétiques, notamment dans le diagnostic du cancer. Vous affirmez que votre plateforme est presque aussi fiable qu'un expert humain. Ce chiffre, 98% de précision dans le diagnostic génétique du cancer du sein, c'est ça? Tout à fait. Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat et un tel chiffre? Donc, depuis quelques années, il y a une révolution incroyable qui est en train de se faire dans le domaine de la médecine avec l'adoption de technologies dites digitales. Parmi celles-là, le séquençage de l'ADN. Donc, Sophia Genetics, qui a été fondée en 2011, travaille aujourd'hui avec plus de 170 hôpitaux dans 28 pays. Et en travaillant avec ces hôpitaux, on a réussi à mutualiser un nombre important de données, plus de 50 000 profils génomiques de patients, qui nous ont permis, avec, en plus de ça, l'expertise des généticiens et des pathologues, de pouvoir définir des algorithmes qui arrivent à mimiquer, on va dire, une action d'un expert, et donc à prendre des décisions médicales sur le degré de pathogénicité d'une mutation, par exemple, qui conduirait à un cancer, de manière relativement similaire à celle d'un expert. Donc au fond, vous recueillez les données génétiques, vous traduisez tout ça via des algorithmes et on arrive, comme on dit en français, à matcher quasiment à 100%, pas 100%, mais 98%. Ça veut dire que là, clairement, l'ordinateur remplace le médecin ? Alors non, absolument pas. On est dans un domaine dans lequel on va produire de plus en plus d'informations, de plus en plus de gènes vont être considérés comme étant associés à des maladies, et en fait la complexité de l'interprétation va devenir de plus en plus grande. Donc nos algorithmes, ce qu'ils permettent de faire, c'est finalement de passer de la loupe au microscope. Les experts aujourd'hui ont des algorithmes qui leur permettent d'aller plus en profondeur, de régler les cas faciles rapidement et d'avoir du temps pour pouvoir régler les cas difficiles. Donc la relation patient-médecin va continuer d'exister. Qu'est-ce que vous dites pour l'avenir, là, Jurgi Camblon? Dans quel domaine est-ce que cette relation va continuer d'exister? Alors je pense qu'elle va continuer dans tous les domaines. La relation médecin-patient, finalement, c'est une relation aussi d'échange. Des algorithmes, des outils de diagnostic ne vont pas pouvoir tout sentir. Donc je pense qu'on va revenir finalement au fondament du travail du médecin, qui est justement la relation avec le patient, et le médecin deviendra peut-être moins un technicien, ce qu'il a été les dernières années, dans la mesure où il y aura des outils qui vont l'aider à digérer toute cette technicité de la médecine. Mais j'ai envie de vous dire, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, vous dites les algorithmes ne peuvent pas tout sentir. Moi, j'ai envie de vous dire, le médecin ne peut pas tout sentir parce que l'humain est faillible. Au fond, l'algorithme, lui, n'est pas faillible. Si on est à 98% aujourd'hui, là, en août 2016, on sera à 100% dans quelques mois. Est-ce que c'est pas le médecin qui va être le maillon faible, l'être humain dans tout ça, un jour? Non, je pense pas du tout. Alors, les algorithmes peuvent traiter des données qui ont été produites avec des technologies digitales, donc peuvent comprendre tout ce qui est moléculaire. Par contre, les symptômes, l'état d'esprit du patient, son historique, tout ça n'est pas forcément digitalisable. Et l'intuition de l'être humain est extrêmement importante. Pour vous donner un exemple... On ne peut pas digitaliser l'intuition encore? Non, on pourra peut-être le faire un jour, non? Non, je ne l'espère pas. Vous ne l'espérez pas, non? Mais pour vous donner un exemple avec un parallèle très parlant, dans les compétitions d'échecs, on se rappelle tous que Kasparov jouait contre un ordinateur, puis il battait l'ordinateur. Et il est arrivé un temps où l'ordinateur est devenu plus performant que le maître d'échecs. C'est un temps qui a duré assez longtemps, d'ailleurs, jusqu'à il y a peu de temps. Tout à fait. Et récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Les ordinateurs étant plus puissants que les maîtres d'échecs, donc les ordinateurs utilisant les principes d'intelligence artificielle, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va donner si on confronte un maître d'échecs qui détient un ordinateur contre un ordinateur? Et systématiquement, le maître d'échecs avec l'ordinateur bat l'ordinateur. Donc ça, c'est une belle image pour expliquer comment la médecine va évoluer. Il faut associer l'humain avec l'ordinateur, c'est ça? Et là, on bat la machine. Exactement. En quoi la meilleure connaissance de notre ADN, Jurgi Camblon, va modifier en profondeur la médecine?
Alors si on prend le cas du cancer, qui est une maladie du génome, ce sont des mutations que nous avons accumulées dans notre ADN, liées par exemple à l'exposition solaire, mais aussi à des aliments qu'on peut avoir ingérés. Sachant que c'est finalement l'origine du cancer et une mutation, en analysant l'ADN d'une tumeur, on arrive à comprendre vraiment quelle est l'origine du cancer, plutôt que juste regarder quels sont les symptômes de ce cancer-là. Donc si vous voulez, si on fait un parallèle un peu avec l'industrie automobile, c'est réussir à comprendre que la voiture ne démarre pas parce que le carburateur est abîmé et pas parce que c'est une BMW. Donc, au lieu de se baser sur des symptômes, vous sondez les origines moléculaires des maladies. On prend le problème à l'envers, c'est ça? Exactement. Oui, et c'est plus efficace comme ça? Exactement, parce qu'en fait, ensuite, on peut savoir comment est-ce qu'on va faire le contre-pied de la maladie. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser des cibles thérapeutiques, des traitements qui vont justement être efficaces chez ce patient qui souffre de ce cancer-là. Et cette évolution, a priori, n'est pas encore très connue du grand public, vous le confirmez? Pas suffisamment. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que là, vous l'expliquez très simplement et ça paraît assez simple à appréhender. Je pense que c'est parce que pour que cette révolution se fasse, il faut aussi éduquer énormément les médecins. Il faut que les médecins comprennent en fait l'utilité de ces technologies de diagnostic moléculaire, donc de séquençage de l'ADN, pour qu'eux-mêmes embrassent cette révolution. Et je pense que si on ne passe pas par cette étape où on va embarquer le monde professionnel de la santé, on ne va pas réussir à éduquer de manière large le grand public. Donc il faut y attirer le corps médical et l'attirer vers cette problématique-là. Ça doit se faire à quel niveau? Déjà au niveau des études de médecine, ce cursus de 6 ans en plus évidemment, 4, 5 ou 10 ans, on sait que c'est très long. Est-ce que par exemple en Suisse, est-ce que par exemple à Lausanne, pourquoi pas, vous êtes à côté de Lausanne, durant le cursus, on leur parle de ça aux médecins ou pas assez? Alors, je pense que ça démarre, mais vous touchez un point qui est très intéressant, qui est grandement débattu en France, qui est justement le cursus des médecins, qui est beaucoup trop technique aujourd'hui, et où finalement il y a des médecins qui n'ont jamais vraiment fait face à des situations difficiles avec des patients avant même de passer leurs examens d'internat. On forme des techniciens plus que des humains? Je pense que les dernières années, de ce que j'entends, parce que moi-même, je n'ai pas fait médecine, j'ai fait biologie, mais de ce que j'entends... Pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est pas la même manière d'aborder les problèmes non plus. Justement, en biologie, on est très confortable avec le fait qu'on ne maîtrise pas tout, mais que les outils, les instruments nous disent finalement, nous révèlent comment sont les choses. C'est une science qui est vraiment une science de l'observation. Peut-être qu'en médecine, on est plus dans une science de l'art, de l'expérience accumulée. Et je pense que aujourd'hui, on est capable d'avoir des médecins qui vont justement allier ces compétences humaines, finalement très importantes, et en même titre, peut-être des compétences un peu moins techniques, parce qu'ils seront accompagnés d'outils qui vont réaliser ces compétences, qui vont combler ces compétences techniques. Donc vous, le patron de l'entreprise génétique tout à fait innovante et quasiment leader en la matière, vous nous dites qu'il faut remettre l'humain au centre, quoi. C'est ça que vous êtes venu nous dire ce matin. Ouais. Complètement. Ouais. L'analyse de l'ADN en médecine n'a de sens que si les données sont agrégées, mutualisées, vous l'avez dit. Et tout ça, évidemment, ça pose quelques problèmes de protection des données, parce que les données proviennent des patients, on donne son sang, on donne ses données génétiques. Est-ce que les patients sont vraiment conscients de ça, de ce que ces données deviennent? Alors, vous touchez un point qui est extrêmement important. Vous parlez de 170 hôpitaux de Tout partenaires. à fait. Ouais. Et plus de 50 000 patients. Vous parlez d'un point qui est central. La mutualisation, surtout dans le domaine de la santé, fait appel à la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de mutualisation, il n'y a pas de partage de connaissances, pas de partage de savoir. Donc là, il faut absolument respecter des règles strictes de protection des données. Au niveau européen, récemment, il y a des règles qui ont été définies de manière très très claire, où il y a deux acteurs, en fait, ce qu'on appelle le contrôleur des données et celui qu'on appelle le processeur des données. Alors le patient doit être contrôleur des données. Ça veut dire qu'à tout moment, il doit pouvoir enlever des données d'un système ou tout simplement demander de les éliminer. Au même titre, dans notre cas, dans la mesure où on apporte un service aux hôpitaux, le contrôleur des données est l'hôpital. Donc dans notre cas, c'est l'hôpital qui a cette responsabilité d'être le bon garant du respect de l'intimité des données pour le bénéfice du patient. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de garde-fous aujourd'hui en matière de protection de ces données ? Alors je pense qu'il y a des règles qui sont très claires.
un peu, si vous voulez, si on fait le parallèle avec la conduite automobile, il y a l'équivalent du permis de conduire. Donc, soit on a le permis de conduire et on a droit de traiter de l'information de patients pour offrir des services à des hôpitaux, soit on n'a pas le permis de conduire et on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est des standards qui ont été définis au niveau européen et qui obligent en fait à ce que ces données soient anonymisées et encryptées. Et ce permis de conduire, on le donne à qui? Aux entreprises comme vous, aux hôpitaux? Qui est détenteur de la licence, hein? Alors, les hôpitaux doivent l'avoir, le contrôleur doit l'avoir. Et les entreprises qui sont dites les processeurs, donc qui ne peuvent utiliser les données que pour la mission que l'hôpital leur a confiée, doivent avoir aussi ce permis de conduire. Jurgi Camblan, qui dit données, dit parfois utilisation à des fins commerciales. Vous ne faites pas, j'imagine, du côté de Sophia Genetics? Absolument pas. Mais d'autres entreprises le font, non? Alors, il est arrivé dans le passé qu'il y ait des entreprises qui, justement, aient ce qu'on appelle des modèles d'affaires, des business models qui soient basés sur l'exploitation des données de patients, donc en revendant les données de patients ou en exploitant ces données pour vendre finalement des résultats agrégés. Dans le cas de Sophia Genetics, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est très important que ça ne le soit pas, parce que sinon on n'aurait pas cette confiance qui nous permettrait de mutualiser les données, tout en sachant donc que, comme vous l'avez très bien expliqué, la mutualisation est indispensable pour pouvoir dire qu'un patient ressemble à tant d'autres patients et que le meilleur traitement à apporter est celui qui a déjà été donné à un patient, par exemple à Paris. Utilisation commerciale de données génétiques, on imagine jusqu'où ça peut mener. Et même pas forcément commercial. On se souvient du film il y a quelques années que vous avez peut-être vu, film d'anticipation. Bienvenue à Gattaca. Voilà, vous savez de quoi je veux parler. C'est une société qui pratique le génisme. Les employeurs embauchent des candidats en fonction de leur patrimoine et de leurs données génétiques. Ce risque, puisque là maintenant on est dans la mutualisation des données, est-ce que ce risque existe déjà ou existera? Alors je pense que malheureusement on est tous humains, donc on a vu comment on a utilisé dans certains cas les résultats fantastiques de la science. Il suffit de voir ce qui a été fait avec la dynamite, pour prendre un exemple. Oui. Et c'est pour ça que Sophia Genetics a voulu être acteur dans ce domaine-là. Sophia en grec veut dire la sagesse. La sagesse, oui. Donc notre objectif était justement d'être acteur dans ce domaine pour essayer d'apporter des solutions qui soient sages au bénéfice du patient. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas d'autres acteurs qui vont faire des courts-circuits, mais je ne pense pas que c'est ceux qui vont gagner. Notre invité de jeudi dernier sur cette antenne, Éric Léandri, patron du moteur de recherche européen Quant, vous l'avez peut-être entendu, il estimait que c'était une chance que les Européens aient une réglementation sévère en matière de protection des données. Là, on revient à la question d'avant. Ça oblige les entreprises à avoir un business model solide et ça donnerait même un avantage concurrentiel. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument. Oui. Absolument. L'Europe est beaucoup plus complexe que les États-Unis. Donc, si on arrive à déployer une technologie digitale en Europe, ça veut dire qu'on arrive déjà à satisfaire cette complexité. Et auquel cas, très souvent, le modèle technologique et le modèle économique sont beaucoup plus robustes et peuvent être facilement exportés. Jurgi Camblan, vous êtes avec nous jusqu'à 8h, il nous reste une grosse dizaine de minutes pour commenter quelques sujets issus de la presse et qui nous ramènent au monde de l'entreprise. Voilà, c'est une citation. Sandra Zimmerli est avec nous et Laurence Bolomé aussi. Si une start-up veut se développer, grandir et surtout durer, elle doit introduire des hiérarchies. Je vous vois sourire, Jurgi Camblan, c'est un avis à lire dans la presse alémanique, Sandra. Oui, ce qui empêche une start-up de grandir, c'est souvent la structure de son management, selon le commentateur de la Basler Zeitung. Sa hiérarchie est horizontale, souvent par volonté d'une certaine égalité du ou des fondateurs. Mais voilà, si on veut durer et grandir, on n'y échappe pas. Il faut introduire des niveaux. Si Microsoft et Apple n'avaient pas mis en place des structures claires, les sociétés de Bill Gates et Steve Jobs n'auraient pas grandi de la sorte. Il faut aussi savoir engager des employés parfois plus forts que soi dans certains domaines. Autrement dit, les deux ont dû sauter par-dessus leur ombre. Alors, précisément, une start-up. Est-ce que vous êtes une start-up d'ailleurs? Question de définition. Est-ce que vous en êtes encore une? Oui, tout à fait. Je pense qu'une start-up est une société qui continue à grandir fortement sans être profitable. Donc, nous sommes une start-up. Mais vous êtes profitable? Ah non, on n'est pas profitable. Pas encore? Non, parce qu'on est investi justement pour pouvoir faire de plus en plus. Vous avez levé 15 millions à la fin de l'année passée, encore. Mais, faute d'investisseurs suisses, vous êtes tourné vers un milliardaire flamand. Pour quelle raison? Ça vous déçoit? Vous ne trouvez pas de fonds en Suisse, ici, en Suisse romande? Alors, je l'ai fait assez souvent, je pense même publiquement. Le constat est navrant, en effet. Il y a de l'argent en Suisse, mais il y a une frilosité dans l'utilisation de cet argent pour
des entreprises innovantes qui peuvent changer le monde. Alors dans notre cas, on a levé en tout plus de 30 millions de francs et les 2/3 sont des fonds qui ont été investis par des entrepreneurs britanniques ou des entrepreneurs belges. Et vous dites c'est navrant, vous expliquez ça comment, cette frilosité suisse à l'égard d'entreprises comme la vôtre, alors pas encore profitable parce qu'elle est jeune, 5 ans, c'est quoi? C'est la peur de l'échec, on ne veut pas perdre d'argent, on ne veut pas prendre trop de risques. Comment vous, le basque d'origine, mais qui connaissez très 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 bien la Suisse, comment vous analysez tout ça? Je pense que les modèles économiques des startups ne sont pas encore suffisamment bien compris. Et donc là, il y a toujours un risque associé à un investissement dans une start-up. Et il n'y a pas eu suffisamment de succès pour que les gens se reconnaissent dans ces succès-là. Donc je pense qu'avec les prochains succès que nous aurons, parce qu'il y en aura beaucoup, dans la mesure où autour de l'EPFL, il y a pléthore de start-up qui se développent, et, je dirais la plupart sont meilleurs que Sophia Genetics, je pense qu'on aura des modèles de sociétés qui auront aussi un succès économique, qui auront eu ce qu'on appelle des sorties, donc qui seront soit vendus, soit entrés en bourse, où les investisseurs ont récupéré leur argent. Et je pense que ça créera la confiance suffisante pour que, justement, les investisseurs locaux prennent le risque d'investir dans l'innovation. Vous n'avez pas fait le mauvais calcul en venant en Suisse, justement, pour être comme ça, pour obtenir des fonds non pas suisses, mais belges ou britanniques? Oh, j'ai pas fait de calcul. J'ai fait mon doctorat ici, j'ai rencontré ma femme qui est suissesse, et voilà, c'est ce qui fait que je suis ici. On revient à la question de la hiérarchie. Il faut de la hiérarchie, même dans une start-up. L'horizontalité, ça va à un moment, mais c'est pas efficace. Là, vous êtes d'accord aussi? Alors, je suis d'accord avec ce point. Je suis surtout d'accord avec un autre point qui est qu'il faut recruter des gens qui sont meilleurs que soi-même. C'est ce que vous avez fait, Jurgi Camblon? Ouais. Ça, il faut le faire dès le départ. C'est la marque d'un bon patron, c'est de recruter des gens meilleurs que lui. Ben, je pense que c'est la marque d'un bon patron, c'est la marque d'un bon entraîneur de football aussi. Il faut recruter des gens qui sont meilleurs. Finalement, entre être entraîneur de football ou être pas patron, moi je trouve pas que je suis patron, je suis directeur de Sophia Genetics, c'est les mêmes recettes. Le problème d'horizontalité, de verticalité, c'est vrai, existe, mais je pense pas que ça soit... il faut pas parler de hiérarchie, il faut parler de responsabilisation. En fait, il faut responsabiliser les gens. Oui, mais il faut les responsabiliser à tout niveau. Ça veut dire que même les développeurs, il faut les responsabiliser. Ça devient des entrepreneurs dans l'entreprise. Mais à la fin, c'est quand même le patron qui engage sa responsabilité, non? Alors ça, c'est sûr. C'est le patron ou le directeur qui a le poids de délivrer quelque chose. Et donc, il faut quand même un petit peu de hiérarchie, ne serait-ce que sur ce plan-là. Là, on revient au domaine de la recherche. Une pilule préventive contre le sida fait la une, Laurence Bolomé, de la Tribune de Genève et de 24 heures ce matin. Oui, la substance n'est pas inconnue. Elle fait partie de la trithérapie qui est prescrite aux séropositifs, mais elle a montré qu'elle avait des propriétés préventives. En Suisse, elle provoque désespoir. Elle viendrait s'ajouter aux préservatifs comme système de prophylaxie, mais son remboursement fait tousser certains. Un mois de traitement coûte en Suisse près de 900 francs. Et selon la Commission fédérale de la santé publique, le rapport coût-efficacité de ce traitement n'est favorable que chez une minorité des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Oui, mais rappelle un commentaire, l'assurance de base se concentre dans ses remboursements sur le traitement curatif et non préventif. Mais pour les milieux médicaux, la Suisse doit réfléchir à une politique d'implémentation, car même coûteux, ce traitement à long terme permettrait des économies en évitant des traitements à vie après l'infection. Là, on va sur le terrain des coûts de la santé. Jurgi Camblon, en Suisse, est-ce que l'assurance de base doit rembourser ce genre de choses? Est-ce que, par exemple, l'assurance de base devrait rembourser une analyse du génome pour prévenir un cancer ou ce genre de choses? Qu'en pensez-vous? Alors, dans notre domaine, c'est le cas, dans la mesure où le bénéfice est clair. Donc, tous les tests qui sont réalisés par les hôpitaux qui travaillent avec nous sont des tests qui sont remboursés. Parce que ce n'est pas des tests de prédisposition qui sont faits s'il n'y a pas d'historique médical. Oui, ça permet d'éviter des coûts supplémentaires à l'avenir. Oui. Exactement. En ce qui concerne la PrEP, je sais pas. Pilule anti-sida, oui. Tout à fait. Je ne sais pas comment me prononcer. J'en ai entendu parler pour la première fois dans vos antennes, ou une antenne française, parce qu'en Afrique, dans le monde de la prostitution, c'est déjà un contraceptif qui est utilisé.
Je pense que le débat ne doit pas trop être sur est-ce qu'on en a besoin ou pas besoin. Je lisais ce matin dans un journal que c'était finalement un complément du préservatif. Je pense que c'est malgré tout une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais après, faut-il rembourser ou pas, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Difficile de se prononcer. La Suisse après le Brexit, ça c'est le titre d'une pub sous forme d'interview de Christophe Blocher qui figure dans la quasi-totalité de la presse romande et alémanique. Oui, le père spirituel de l'UDC, président du comité non à une adhésion insidieuse à l'UE, s'offre une pleine page dans la presse du pays. Ce que les Britanniques ont décidé, les Suisses, eux, l'ont déjà compris le 6 décembre 1992 en refusant l'adhésion, commence par rappeler Christophe Blocher. Après presque 25 ans, les pires présages de l'époque se révèlent aujourd'hui être de simples mythes de grand-maman. Si la Grande-Bretagne sait utiliser sa nouvelle marge de négociation, le pays ira mieux que s'il restait au sein de l'UE, selon lui. Et aux Zurichois de développer un véritable plaidoyer contre ce qu'il appelle la suprématie des lois européennes sur les Suisses. Cette Suisse qui n'est pas dans l'UE, qui aurait fait ce que les Britanniques ont fait cette année au mois de juin. Est-ce que le parallèle tient pour vous, Jurgi Camblon ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Et puis je pense que l'Angleterre est en train de réaliser que c'est une grande erreur. Et pour preuve, je pense que ce qui va se passer, c'est que maintenant l'Écosse va sortir de la Grande-Bretagne et va rentrer dans la communauté européenne. Tout comme j'entendais ce matin aussi ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne. Je pense que la Catalogne voudrait être dans l'Europe. Vous êtes présent du côté de l'Angleterre avec Sophia Genetics. Est-ce que vous avez déjà tiré quelques enseignements, quelques leçons du Brexit ? Non, il n'y a pas d'impact. C'est trop tôt ? Il n'y a pas d'impact pour vous ? Non, pas d'impact pour nous. Ouais. Mais il y en aura peut-être à l'avenir. Vous avez fait les calculs ? Je pense pas. Dans notre domaine, de toute façon, les anglo-saxons sont très protectionnistes. Ils définissent eux-mêmes leur industrie et ils essayent de faire gagner leurs entreprises. Pour la Suisse, de l'après 9 février 2014, il y a une date butoir qui se profile du côté de 2017, on parle de contingent, etc. La Suisse doit s'en tirer comment de ça ? Parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup à la politique, Jurgi Camblon. Alors, je pense qu'il faut essayer de revenir en arrière sur ce qui a été voté le 9 février. Je Revoter. sais pas comment. Je sais pas, je suis pas encore suisse, donc je peux pas me prononcer. Mais là aussi, je pense que c'était en tout cas une erreur dans la mesure où pour l'innovation, il faut des talents. Il n'y a pas suffisamment de talents ici. Donc l'initiative du 9 février finalement pénalise les entreprises dans le monde de l'innovation. Et vous pénalise, vous aussi ? Indirectement, oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bon vent pour la suite. Jurgi Camblon, vous êtes, alors non pas patron, vous n'aimez pas ce terme, mais directeur et fondateur de Sophia Genetics, c'est basé à Saint-Sulpice, près de Lausanne. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.